Et bien voilà, on est de retour pour cette cinquième partie. On a pris un petit peu de retard, le temps de régler quelques petits problèmes de son. Ça arrive, hein, ce sont les aléas du direct. On est dans un débat ici maintenant qui est consacré à l'ORECA. On l'a intitulé Bruxelles, l'ORECA crève la dalle. Et pour nous accompagner aujourd'hui lors de cette demi-heure, on a Christian Bouchat, qui lui est secrétaire régional Orval. Bonjour Christian. Bonjour. Et alors Alain Blon, qui lui est le gérant d'une enseigne bien connue du public bruxellois, c'est le Platestein. Bonjour Alain. Bonjour. Mais on va débattre. Moi, j'ai simplement envie de dire, si vous pouviez résumer en un mot l'année que vous venez de passer. Christian. Mais horrible. Et toi, Alain? Je ne vais pas dire le même mot, catastrophique. Parce que justement, est-ce que la crise actuelle, la crise qu'on a vécue au cours de l'année dernière, elle a révélé certaines choses selon vous? On peut peut-être commencer par Christian. Mais je crois que peut-être on doit resituer un tout petit peu l'ORECA. C'est 4% plus ou moins de l'emploi bruxellois, une trentaine de milliers d'équivalents temps plein. Donc c'est important. Et dans le secteur de l'hôtellerie, on a différents segments. On a l'hôtellerie hôtel, et puis dans la restauration, on a les restaurants que tout le monde connaît, puis on a le catering, le fast-food. Donc on a des segments différents et qui ont traversé cette crise de manière évidemment différente. Alors, ça a été révélateur de quoi? C'est révélateur d'abord d'une maladie du secteur. En entrant dans la crise, qui était une époque, je dirais, où l'argent tombait des arbres, il suffisait de se baisser, énormément d'entreprises, malgré tout, de la restauration, continuaient de fonctionner avec des fonds propres négatifs. Ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que globalement, à 98%, il y a 2% d'exceptions sans doute, des entreprises qui fonctionnaient dans ce qu'on appelle l'économie informelle, où on déclare entre 30 et 70% des flux financiers. Et donc, nous, du point de vue de l'organisation syndicale, ce qu'on a vu, c'est énormément de travailleurs qui sont arrivés chez nous, un peu comme les cigales à la fin de l'été, quand la brise est venue, et on s'est rendu compte qu'ils étaient évidemment sous-déclarés, d'une part, et pas suffisamment en termes d'heures, et donc leurs droits sociaux, ils ont été, dans la crise en tout cas, valorisés, mais en proportion de ce qui était déclaré. Donc une véritable catastrophe. On le sait, hein, la région bruxelloise a alloué, je crois que c'était le 15 avril, 20 millions d'euros supplémentaires à la prime Tetra. Donc, c'est la prime qui est attribuée aux cafés, restaurants et à leurs fournisseurs à Bruxelles. Ce sont des primes qui peuvent aller de 7 500 à 54 000 euros par établissement. Moi, j'ai une petite question. Alain, quel est le montant de la prime que tu as touché pour le Platestein? Eh bien, nous, on est dans un cas de figure un peu particulier parce que nous avons en fait 9,30 temps plein. Donc, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à nos 10 temps plein et qu'on a reçu royalement 16 500. Et avec ces 16 500 euros, qu'est-ce que ça t'a permis de couvrir? Ça va juste me permettre de payer 2 mois de loyer. 2 mois de loyer. Mais est-ce que justement, tu peux peut-être donner un avis plus global sur le montant et sur justement la répartition des différents montants qui ont été alloués? Alors, où j'étais un peu étonné, c'est d'abord comment est-ce qu'on puisse libérer comme ça ces primes, et surtout la différence entre la prime pour 9 temps plein, on passe de 16 500, et quand on en a un dixième, boum, on passe 10 et plus, bien sûr, on passe directement à 54 000. Je pense qu'il y a un problème de réflexion à la base, où on aurait dû faire un prorata par rapport aux entreprises, quoi. On peut peut-être pointer un problème d'équité aussi, Christian? Mais je crois que à la base, si on décide au niveau public, au niveau politique, sur base des critères d'égalité et de l'équité, ça demande énormément de travail, parce que ça demande aussi d'avoir des dossiers, d'individualiser et de pouvoir quelque part connaître un secteur. Alors on a le sentiment un petit peu, depuis le début de la crise, qu'on a dû œuvrer avec des apprentis sorciers, sourciers, s'ils étaient là avec leur baguette magique pour découvrir des sources, mais on a dans la gestion de cette crise, on a comme interlocuteur la région et on a aussi comme interlocuteur le fédéral. Donc ça complexifie les choses. Alors, le régional offre des primes et le fédéral fait, les opérations de diminution de dépenses. Mais globalement, on est dans un segment et dans un secteur, je le répète souvent, où 40% des entreprises sont en dehors des règles, ça touche 20% de l'emploi, et donc il eût fallu, au niveau du politique, un courage certain pour pouvoir distinguer les entreprises saines
des entreprises non saines, je ne dirais pas malsaines, mais en tout cas qui étaient dans un registre, dans une économie informelle. Et c'est là la grande difficulté. Alors on a eu le sentiment un petit peu qu'au niveau du cabinet Tract, pour ne pas la nommer, la difficulté de faire comment dirais-je, du sur-mesure, eût demandé ou exigé trop d'équivalents temps plein, et puis ça semblait être à leur niveau une prise de risque trop importante. Et donc ils ont préféré faire ce qu'on peut appeler du prêt-à-porter, donc du linéaire, et dès lors que l'on fait du linéaire, on donne parfois trop à certains, qui ne le méritent pas nécessairement, et beaucoup trop peu à ceux qui étaient, je dirais, les 50% et quelques, qui avant la crise étaient plus ou moins dans les règles de la légalité. Juste une petite question. Donc, ces aides, elles sont quand même vouées à s'arrêter un jour. Hein, moi, j'ai envie de dire, qu'est-ce qui va se passer après? Qu'est-ce qu'on risque d'avoir? Peut-être Alain? Moi, ce que je crains, que c'est pour l'instant tout le monde est sur perfusion et que la justice va avoir beaucoup de travail. Donc, dans le futur, c'est-à-dire dans les mois qui vont arriver, pour l'instant, tout le monde est un petit peu entre les deux. Mais je crains qu'en 2022, où là, on va espérer recommencer, parce qu'on espère, hein, on n'est toujours pas sorti de l'auberge, et qu'on va se retrouver en fait avec beaucoup de réorganisation judiciaire en premier lieu, et puis après, on va se retrouver, bien entendu, avec des faillites pour certaines personnes ou sociétés. Oui, on est aussi en train de creuser le déficit régional dans un contexte budgétaire, Christian, qui n'est pas spécialement idyllique. On ne peut pas le qualifier comme tel. Mais nous, on ne sait pas trop bien à quel sens se vouer et quels sont les référentiels qui pourraient nous aider à nous faire une opinion. On entend des économistes brillants dire que sans doute on ne remboursera pas la dette ou la totalité de la dette. On pourrait peut-être imaginer ne pas tout rembourser. Nous, on a plus le sentiment que nos enfants devront néanmoins rembourser une grande partie. Et quelque part, de mon point de vue, j'estime qu'on a dans certaines circonstances jeté l'argent par les fenêtres, et puis d'autres, l'événementiel, le culturel non subsidié, et puis la restauration restent les mal lotis dès lors qu'ils étaient sains. Et puis, comme le dit Alain, la reprise peut-être l'année prochaine. Au niveau des hôtels, on sait que la reprise, ce ne sera peut-être et sans doute pas l'année prochaine, mais peut-être à partir de 2024. Donc ça veut dire que par rapport au segment hôtelier qui représente plus ou moins un quart de l'emploi, je dirais, de la restauration et de l'hôtellerie, va être impacté. Et là, il faudra des mesures, et des mesures pour cet exercice-ci et très certainement l'exercice suivant. Et les mesures vont devoir toucher sans doute sur des aides, et puis en même temps sur une participation aux dépenses que sont par exemple les frais sociaux directs ou indirects, pour leur permettre à ces hôtels de franchir les 2 années qui viennent. On parle en taux d'occupation pour l'année prochaine de peut-être 30, 35, voire 40% maximum. Donc le tourisme, qui à Bruxelles est un tourisme d'affaires, ne va pas revenir demain. Ça, c'est une part du problème. Et l'autre enjeu, ça va être comment survivre au changement de modèle. Car on l'a vécu au niveau des grandes institutions et des grandes entreprises. Dès lors que ces entreprises faisaient appel à des entreprises de catering, eh bien, elles ont décidé, dès qu'elles le pouvaient, d'arrêter. Ça signifie un effet direct sur l'emploi des entreprises de catering. Et puis, deuxièmement, on entend déjà que de très grandes surfaces de bureaux vont être à nouveau, je dirais, disponibles. L'Europe se désengage de pas mal de bâtiments. Et dans les quartiers européens, où les fonctionnaires européens ne viendront plus travailler 5 jours, mais peut-être 2 ou 3 jours, tous les commerces, tous les restaurants se situant, je dirais, autour de ces espaces européens vont être impactés. Donc, on va être confronté, au-delà, je dirais, de la crise Corona, à toutes les conséquences qui auront été accélérées au travers de cette crise, qui seraient sans doute passées, mais qui vont quelque part nous toucher de manière très abrupte, de manière très brutale, sans qu'on ait le temps de s'adapter.
Oui, justement, Alain, on suppose que toi, tu vas réouvrir tes terrasses la semaine prochaine. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que tu auras, tu remettras au travail l'ensemble de ton personnel? Comment ça Oui, va oui, se tout passer? à fait. Donc, en fait, donc moi, j'ai eu des contacts pendant toute la partie de la crise avec mon personnel, où tout le monde est très excité à recommencer à travailler. Et bien entendu, nous, on recommencera normalement à travailler, sauf qu'il faudrait être un peu plus flexible, parce que bon, on sait bien que c'est que les terrasses, et que le jour où il va pleuvoir, qu'est-ce qu'on fait? Mhm. Bon, voilà, Et donc, donc, tu vas certainement être aussi impacté par la reprise du tourisme qui ne va pas se faire, qui ne va pas se faire tout de ben, suite. on l'avait déjà l'année passée, puisque juillet et août l'année passée, on avait déjà cette problématique-là. Bon, bien heureusement pour nous, on a quand même une chance d'avoir plus de 50% de notre clientèle belge. Donc, je veux dire qu'on n'a pas, voilà, on a déjà 50% de gagnés. Et puis, bon, on espère que le tourisme revient. Bon, maintenant, moi, je me balade quand même dans la ville. Je vois quand même qu'il y a un peu plus de tourisme actuellement, quand même. Donc, mais ce sont des tourismes probablement journaliers ou d'un week-end, pas de continu. Peut-être, Alain, est-il, sans le savoir, l'hirondelle qui va faire le printemps, parce qu'il m'a, comment dirais-je, fait part d'une confidence, il va engager au moins un travailleur Oui, en oui, tout à plus. fait, oui, oui. Et à mon avis, ça m'a étonné quand il m'a dit, voilà une entreprise qui va engager au sortir de la crise. Mais pour la bonne et simple raison, c'est que quand on regarde fin 2019, si vous recommencez à regarder un petit peu la situation qui se passe en Chine et un petit peu dans ces pays-là, personne ne s'inquiétait, en tout cas chez nous, en Europe ou aux États-Unis, on ne s'en inquiétait pas. Bon, ben, je suis désolé, mais il faut quand même regarder un petit peu plus loin que son nombril du monde. Et donc, en fait, en 2020, je n'ai pas du tout engagé ce que je devais engager. Je devais engager même plus, puisque 2019 était une très bonne année pour moi. Donc, moi, j'espérais qu'en 2020, je puisse engager même plus qu'une personne. Fatalement, on a été coupé des ailes. Et maintenant, ici, 2021, je vais réengager normalement mon personnel, ça c'est clair. Mais un retour à un taux de fréquentation normal, bah, tu y attends quand? Pas tout de suite, je suppose. Non, non, non. Je crains que voilà, 2022, certainement, on va recommencer tout doucement à travailler. Et ici, on va colmater seulement la situation, quoi. Et tu vas devoir mettre des employés au chômage temporaire Non. encore, tu vois? Non, alors, ce n'est pas du tout ma vision. On a une gestion qui est plus stricte et je n'ai pas l'habitude de jouer comme ça dans des chômages temporaires, partiels ou tout ce que vous voulez, quoi. Donc, ça, non. Ouais. On va peut-être reprendre un nom un peu plus global. Moi, j'ai envie de te poser la question, Christian, d'un point de vue syndical, comment est-ce que tu évaluerais la concertation sociale au cours de la crise sanitaire et principalement pour le secteur qui te concerne? Mais j'ai été forcé de retourner un petit peu dans le dictionnaire pour voir ce que voulait dire le mot concertation. Et en fait, j'étais très étonné. Dans mon esprit, la concertation, c'était la négociation. Eh bien non, la concertation, c'est écouter l'autre et puis décider tout seul. On doit pas, je dirais pas, on ne doit pas aller jusqu'à quelque part partager et mettre sur une table, comme dans une auberge espagnole, ce qu'on veut quelque part consommer ensemble et demander aux interlocuteurs sociaux, sur base de budget par exemple, de revenir avec une épure dans laquelle patronal, côté patronal et côté syndical, aurait fait avancer le schmilblick. Ça, c'était pour moi l'idée que j'avais. Et à Bruxelles, on appelle ça la concertation à priorité partagée. Mais je pense que le cabinet Tract, on va penser que je leur en veux, mais c'est pas une réalité. Mais il faut dire nos difficultés. Je pense qu'ils nous écoutent, mais qu'ils ne tiennent pas beaucoup compte de ce qu'on leur dit et qu'ils en font un peu à leur tête. Enfin, c'est le sentiment que moi j'en ai. Et chaque fois, un peu comme Dormesson avant de mourir, il disait « je crois plus, mais j'espère encore ». Il parlait de la foi, il parlait de Dieu. Oui, ici je parle pas de Dieu. Mais chaque fois, je n'y crois plus, mais j'espère que la prochaine fois, on fera mieux. Et comme on est parti à nouveau pour des périodes de grandes difficultés, quoi qu'on en dise, je pense que la restauration, à l'instant où ça va se réouvrir totalement en intérieur, ça ira beaucoup mieux, mais il y aura quand même une difficulté entre, je dirais, la banlieue de Bruxelles et l'hypercentre. L'hypercentre va rester impacté, je le pense, sauf miracle et tant mieux. Et au niveau des hôtels, et là, j'espère qu'on aura enfin, non pas une simple concertation, mais une véritable négociation visant à déterminer des critères et à profiter du moment, le momentum dans lequel on est, pour faire en sorte qu'on ait un nouvel Horeca. Et un nouvel Horeca, il doit pouvoir respecter les règles, les travailleurs doivent pouvoir être déclarés le nombre d'heures
voire de minutes qu'ils prestent, dans les catégories et dans les fonctions qu'ils exercent, et avec, au niveau des flux financiers, une transparence totale. Les États doivent mettre en place en Europe, je dirais quelque part, des systèmes qui permettent que la concurrence soit loyale. Que par exemple, Alain, quand il est dans son entreprise et qu'il est avec des travailleurs à temps plein et qu'il est quelque part dans un système où majoritairement il peut montrer ses comptes, eh bien qu'autour de lui, tout autour de lui, les autres entreprises qui pratiquent dans le même segment économique soient contraintes aux mêmes règles. Mais moi, je vais me tourner vers toi alors maintenant, Alain. Pour toi, un nouvel Horeca, ce serait quoi? Qu'est-ce qui permettrait de changer les choses en mieux? Déjà, bon, l'Horeca du XXe siècle, ou en tout cas l'Horeca de nos parents ou nos grands-parents, il est fini. On est au XXIe siècle. Donc, je pense que l'Horeca, en tout cas, le côté fiscal, puisque bon, c'est plutôt dans ce sens-là que je veux aller, il faut refaire une refonte. Je crois qu'on peut plus travailler comme ça. On voit que nous, on a envie de payer mieux nos employés. C'est pas le but de payer. Voilà, on a envie de les payer mieux. Mais quand on regarde nos charges qu'on a de l'autre côté et nos fausses charges, parce que bon, on ne voit pas que les charges sociales, il y a d'autres taxes qui sont là. Je crains qu'il faudra quand même évoluer dans ce sens-là. C'est plutôt ça que j'ai envie de dire à Christian, de dire, ben voilà, ce que j'entends, j'en suis très heureux, mais d'un autre côté, je voudrais aussi qu'on pense que c'est pas que nous qui avons ce problème. On veut mieux payer nos personnes. Mais quand vous voyez les barèmes fiscaux, on est très vite à une taxation. Et ça, il faut revoir, quoi. Il faut revoir ça dans le futur. Et c'est un ensemble, je pense que les interlocuteurs devront en discuter, quoi. Christian, une réaction? Oui, non, je suis tout à fait. J'aimerais bien ne pas être d'accord avec ce qu'Alain dit. Je suis obligé d'être d'accord. Le système fiscal belge ne fonctionne plus parce qu'on a créé beaucoup trop de niches. Et donc, si par exemple, un employeur, je parle du point de vue des travailleurs, je ne parle pas de la fiscalité des entreprises. Donc, si un travailleur est payé au salaire minimum dans le secteur de l'Horeca, son salaire le plus bas, c'est 12 € de l'heure. 12 € de l'heure, ça fait plus ou moins 1976, plus ou moins, euros bruts par mois, ce qui donne un net de plus ou moins 1670. Si on veut augmenter ce travailleur de 100 € net, ça fait passer le salaire brut à plus ou moins 2500. Et donc, il y a une différence de plus ou moins 5 à 600 € brut. Et en termes de coût pour l'employeur, on n'est pas loin des 1000 €. Donc, un rendement de plus ou moins 10%. Ça, c'est impayable. Quelle est la raison? C'est qu'on a, à un moment donné, dans un système belge, au niveau de la taxation des revenus du travail, l'État a été confronté je dirais, à quelque chose qui ne fonctionnait plus du tout. Et donc, on a créé des systèmes où il y a des réductions, il y a des remboursements. Et à un moment donné, je dirais, entre le brut et le net, il y a peu de différence. Mais pour augmenter le pouvoir d'achat d'un travailleur, ça coûte, je dirais, beaucoup trop cher. Et donc, il y a une grande tentation d'utiliser d'autres moyens, comme par exemple la voiture, les heures supplémentaires payées brut pour net ou les flexi-jobs. Il y a des moyens qui ont été donnés parce qu'il y a un vrai problème, parce qu'on ne parvient pas à solutionner le vrai problème. Le vrai problème, c'est d'aller chercher l'argent ailleurs? Non, pas nécessairement. Il faut une refonte de toute la problématique fiscale vis-à-vis des revenus du travail au niveau de l'augmentation est quelque chose qui ne va plus. Si on met ça en tableau, on voit immédiatement qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'impossible aujourd'hui. Mais voilà, les terrasses, elles vont rouvrir la semaine prochaine, hein, donc le 8 mai, c'est bien cela. Qu'est-ce qui va être urgent de faire dans les prochaines semaines? Peut-être pour te soutenir, toi, Alain, qu'est-ce que tu attends comme soutien de la part des autorités politiques? Disons que déjà la ville, on a quand même la possibilité de pouvoir mettre nos terrasses un peu en dehors de ce que nous avons droit. Ça, c'est déjà un bon point. Moi, je crois que réellement, désolé de le dire, mais il faut vacciner, il faut trouver des moyens à ce qu'on continue à travailler beaucoup plus vite. Parce que de toute façon, tant qu'on aura cette problématique-là, parce que les hôpitaux, pour l'instant, ça n'a pas l'air de diminuer, ou en tout cas très, très, très peu. Moi, ce que j'ai peur, c'est que le 10, on ouvre aussi les écoles secondaires, qu'on nous rejette de nouveau sur la patate, comme quoi c'est à cause de nous qu'on avait... Bon, je ne pense pas qu'on va arriver à tout ça, mais bon, on en a peur. Donc, réouvrir, on en est très heureux, mais on a aussi très peur, parce que ça
ça fera la 3e fois qu'on refermera s'il faut, quoi. Donc, peut-être une question, toi, est-ce que tu es favorable à un pass vaccination qui permette c'est quoi de nouveau? Bon, de toute façon, ça va durer combien de temps? Vous savez, dans d'autres pays, on entend bien en Israël, par exemple, personne ne s'inquiète de cette histoire de passe, hein. Je veux dire, tout le monde est vacciné, tant mieux, et dans 1 an et demi, on n'en parlera plus de cette histoire-là, hein. Je veux dire, enfin, on n'en parlera plus. Il restera toujours dans nos annales, mais on aura fini, quoi. Je veux dire, pour l'instant, on doit vacciner. De toute façon, il y a des pays qui ont déjà décidé. Et ce sont nos pays limitrophes, hein, c'est pas on n'est pas au bout du monde. Hein, donc, Christian, toi, d'un point de vue syndical, à quoi est-ce que tu vas être très attentif dans les prochaines semaines? Et moi, je suis en train de réfléchir à mener des actions ciblées, parce que la reprise, elle ne va pas être simple. Il y a des entreprises où ça va être relativement naturel, parce que le dialogue existe, et puis il y en a d'autres où le dialogue n'existait pas nécessairement. Et les travailleurs ont, et ça se remarque de plus en plus, découvert au travers de cette période que finalement, travailler un nombre d'heures impossible, dans un cadre non respectueux, ça ne va plus le faire comme avant. Et je ne dis pas, et je ne fais pas de généralité de ce que je dis, il y a des employeurs très corrects, il y en a plus qu'on l'imagine, mais il y a sur la place de Bruxelles des gens qui ne devraient plus, je dirais, faire partie de la fédération ou des entreprises de l'ORECA. Elles nuisent tant à l'image que à l'espérance qu'on peut avoir de ce secteur, parce qu'en même temps, c'est un secteur, comme je le disais, qui est relativement important, qui permet à de nombreux Bruxellois d'accéder à l'emploi. On n'y reste pas pendant 20 ans, donc ça veut dire qu'il y a un turnover important, et quand on quitte l'ORECA, c'est généralement pour un autre poste de travail ailleurs. Donc quand on quitte l'ORECA, on ne devient pas chômeur. On y a appris plein de choses essentielles. La manière d'être vis-à-vis des autres, un sens du commerce, un sens de la joviabilité, la capacité d'être flexible, polyvalent, de ne pas regarder à la minute près à son temps de travail. Et donc, c'est des profils particulièrement intéressants pour d'autres milieux. On va petit à petit arriver à la fin de ce débat. Est-ce qu'il y a peut-être un point sur lequel je n'ai pas insisté, que vous souhaiteriez mettre en avant? Peut-être commencer par toi, Alain. Tu veux dire savoir s'il y a quelque chose un message que tu aurais envie de faire passer spécifiquement, qui n'aurait pas été abordé durant ce débat? Oh, je pense que non, je pense que les bonnes questions ont été posées. Je pense que l'écoute, elle est là. Donc, je suis très heureux, en tout cas, de pouvoir passer chez vous, justement, pour pouvoir donner un peu notre avis en tant que petit commerçant et micro-entreprise, quoi. Merci. Et toi, Christian? Mais globalement, de prendre malgré tout le temps de bien décider les choses. On est dans des périodes d'urgence, mais à l'échelle, je dirais quelque part, de l'histoire des hommes, on doit être capable, malgré tout, de réfléchir et de ne pas décider à l'emporte-pièce. Et donc le message que j'aimerais bien passer aux politiques, c'est de temps en temps, ça vaut la peine de s'asseoir, de laisser passer un week-end, de dormir, et puis de réfléchir avant, je dirais, dans l'excitation ou la nervosité, décider par exemple d'une augmentation des primes, de distribuer, et puis après de se rendre compte qu'on n'a plus le moindre sous-vaillant pour aider ceux qui vont en avoir le plus besoin. Une réaction, Alain? J'ai quelque chose à dire sur le fait, nous sommes en Belgique, nous sommes citoyens belges et nous n'avons pas les mêmes droits. Ça, c'est quelque chose. Là, par contre, je me sens un peu blessé parce que je vois bien en Wallonie et à Bruxelles, on a été plus ou moins équivalents. Et je vois qu'en Flandre, OK, on a un populisme, on connaît la problématique, mais je pense que nos gouvernements, parce qu'on peut dire ça pour l'instant, nos gouvernements, en tout cas, doivent bien réfléchir parce que si on arrivera à une prochaine crise, je ne suis pas sûr que le peuple va continuer à accepter ça. La régionalisation, c'est un problème, Christian? Oui, c'est un réel problème. Dans des situations aussi graves, il est illisible qu'on soit traité différemment avec une distance de 10 km. Quand il y a 10 000 km ou 1000 km, on peut considérer, mais ici nous sommes dans des situations où une entreprise qui est à la limite de la Flandre, je pense qu'elle obtient dans certaines circonstances 10 fois moins. Ça, c'est pas possible. Et on aura des conséquences avec cela. Parce qu'il y a des entreprises qui, en Flandre, ont pu vivre la crise et qui auront des moyens, peut-être, pour acheter des entreprises à bas prix à Bruxelles, simplement parce qu'elles n'auront pas été aidées. Il y a des entrepreneurs à Bruxelles
personnel, dont l'entreprise, c'est la vie, parfois c'est l'entreprise de leurs parents, et peut-être vont-ils la perdre simplement parce qu'ils n'ont pas aidé suffisamment au moment où il fallait les aider. Ben, moi, je vous propose qu'on conclue là-dessus, hein. Merci beaucoup, merci Christian et merci Alain d'avoir été avec moi au cours de cette demi-heure consacrée à l'Horeca.